J'avais mentionné que certains des cours en anthropologie sociale étaient moins qu'excellents, mais après coup, je peux me rendre compte que j'ai appris quand même. Il y avait un cours sur l'anthropologie politique de quelqu'un qui voulait manifestement pas enseigner, mais il y a eu un élément de ce cours-là, il nous a fait lire Political Systems of Highland Burma, qui était à cette époque-là l'ouvrage en anthropologie sociale le plus cité. Et pour moi, ça a été une révélation absolument extraordinaire. Même en passant à travers le livre, j'étais irrité par le fait que le livre est très mal écrit. C'est un brouillon, mais c'est un brouillon absolument extraordinaire parce que justement, ce que Leach fait, c'est de montrer qu'il y a une société qui n'a pas un système social, mais qui oscille entre deux systèmes sociopolitiques et finalement, ces modifications transcendent les différences ethniques. Il y a un troisième système politique et quand les Kachin passent à ce troisième système politique, ils appartiennent à une nouvelle ethnie. Et pour moi, c'était une révélation de voir qu'il y avait quelque chose qui était dynamique parce que la façon dont on nous enseignait l'anthropologie sociale, socioculturelle, c'était vraiment sur le modèle nord-américain qui, à cette époque-là, était dominé encore par le schéma qui avait été établi par Julian Stewart, de Cultural Ecology, qui a pris plusieurs formes, qui a continué, mettons, avec Marshall Sahlins d'un côté, d'autre part, et plus tard avec Marvin Harris, qui était quelque chose de plus extrême peut-être, mais c'était un modèle qui était assez statique. Essentiellement, c'était un modèle où finalement les gens émergeaient de leur environnement naturel. Et je crois que à plusieurs points de vue, l'archéologie du Nouveau-Mexique, l'archéologie des Pueblos, a joué un rôle sur l'anthropologie américaine parce que justement, quand on comprend les mythes de ces groupes-là, c'est justement eux-mêmes, ils émergent de la terre et quand on vit là, on vit littéralement dans la terre, c'est l'environnement, c'est l'eau qui établit où on va être et ainsi de suite. Et on peut facilement arriver à un point où on pense que finalement les gens sont contraints écologiquement dans leur environnement comme les autres animaux. Également, il y avait un autre aspect de l'anthropologie qui s'est développé à l'époque du macarthéisme, donc tout ce qui était progressiste, révolutionnaire était dangereux, et ce qui était dominant en sociologie, c'était le fonctionnalisme. Et ce même genre de fonctionnalisme s'est présenté en anthropologie, où donc finalement, si les choses existent, parce qu'il y a une bonne raison qu'elles sont comme ça, et les choses sont comme elles devraient être. Nous sommes dans le meilleur des mondes. Et tout d'un coup, ce livre-là nous montre une société où justement les gens ne sont pas dans le meilleur des mondes parce qu'ils ne sont jamais contents, en un certain sens. Ils sont dans un système où il y a une hiérarchie limitée. Finalement, la hiérarchie devient plus importante. Puis après, ça retombe, puis ça recommence. Puis quand elle devient plus importante, certains se disent « Moi, je veux devenir un prince. » Alors, je deviens Shan. Alors, je pense non seulement à une autre ethnie, mais à une autre famille linguistique entièrement. Et tout d'un coup, je me demande s'il y a un exemple, c'est suffisant. C'est suffisant pour commencer à penser et à se dire à ce moment-là, les choses peuvent être différentes. Est-il possible qu'on n'a pas porté attention à des phénomènes qui sont là? Et que ça a été la première fois où je me suis rendu compte que les présuppositions qu'on a peuvent nous engager à voir des choses d'une certaine façon. Bon, en un certain sens, je l'avais déjà vu en archéologie. Justement, une grande partie du travail qui avait été fait dans cette école d'été, c'était justement l'archéologue Florence Hawley Ellis avait dit qu'il ne peut pas y avoir telle chose ici, donc ça ne vaut pas la peine de faire une fouille. Et puis quelqu'un avait démontré que ce n'était pas le cas.
Alors là, elle avait dit, bon, il va falloir que je fasse une fouille. Là, je m'étais rendu compte aussi des présuppositions. Au début, j'avais pensé que c'était un problème d'archéologie. Vous voyez ma naïveté. Depuis ce temps-là, j'ai découvert que je m'intéresse maintenant beaucoup à la physique théorique. Et le problème est là aussi. Les présuppositions qu'on a peuvent nous amener dans des situations absolument ridicules. Mais là, j'ai découvert que la même chose était là en anthropologie, mais qui avait cette vivacité de la vie sociale. L'autre aspect que ce livre-là m'a ouvert, c'était l'Asie du Sud-Est. Là, je découvrais un monde qui était littéralement tout à fait exotique, pour vrai. Et plus exotique, mettons, que ce dont j'avais entendu parler, qui était plus, mettons, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Mais là, il y avait quelque chose d'extrêmement différent. Et là, pour ouvrir une parenthèse, je sais qu'il y a eu une longue période où vouloir dire que l'exotisme est une bonne chose était très mal vu en anthropologie. Et il y a des exceptions. Il y a quelqu'un qui est devenu un grand ami, Condominas, qui a lui-même écrit un bouquin qui s'intitule « L'exotisme est quotidien ». Donc, lui, il disait, si vous aimez ça, c'est là, allez en profiter. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant, particulièrement au niveau de l'identité ethnique. Apprendre que quelqu'un pouvait changer son identité me semblait, à un certain niveau, extraordinaire. À un autre niveau, c'était compréhensible, parce que quand j'étais en France, je suis devenu français. Littéralement, à mon point de vue, j'étais français, j'étais perçu comme français. Il n'y avait pas de différence. Puis après, j'ai cessé d'être français. Et puis, là, je peux faire semblant d'être français, mais je ne le suis plus vraiment. Ça fait trop longtemps. Il faut investir pour l'être. Et puis, mais là, les changements semblaient d'être beaucoup plus importants. Alors ça, c'est une chose qui m'a intéressé. Je me dis, il faut suivre ça. Et ça a été simplement quelque chose que j'ai laissé de côté pour un petit bout de temps, parce qu'évidemment, comme j'étais orienté très fortement vers les Inuits, c'est évident que je me concentrais sur cette littérature-là. J'ai lu tout ce que je pouvais, j'ai lu tous les classiques. Et il y a des livres que je relirai encore maintenant, les travaux de Knut Rasmussen, qui sont absolument transcendants. La seule chose qui est proche de ça en anthropologie, c'est « Nous avons mangé la forêt » encore de Condominas. La seule différence, c'est que Knut Rasmussen était lui-même à moitié esquimau, donc son intégration, son sujet était d'une profondeur absolument incroyable. Et donc à cette époque-là, j'ai continué à être extrêmement empirique. Les faits étaient là, il s'agissait simplement de découvrir les faits. Et d'ailleurs, je me souviens c'était là encore Balixi qui avait entendu parler d'une bourse américaine, des Woodrow Wilson Fellowship. Il se donnait 1000 bourses dans tous les domaines pour les étudiants qui passaient du baccalauréat à la maîtrise. Donc, c'est quelque chose qui était très compétitif. Quand je dis 1000, c'est pour l'Amérique du Nord. Et le département avait fait ma nomination, je suis passé le premier niveau. Après, je suis allé au deuxième niveau où il y avait un examen oral où je suis allé à Boston. Et puis, le jury à qui j'ai parlé, c'était un sociologue, un historien et un philosophe. Et je me souviens encore du sociologue qui me dit « Est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que le structuralisme de Lévi-Strauss ?» Je lui ai dit « Non, vraiment, ça me semble un peu bizarre, mais je ne peux pas vraiment vous en parler. » Après, l'historien m'a posé différentes questions, pas de problème là. Puis là, le philosophe me dit « Qu'est-ce que vous pensez
quels devraient être les liens entre la philosophie et l'anthropologie. Et là encore, c'était avec la naïveté et l'arrogance de l'enfant, j'ai dit aussi distant que possible. Et ça, il y a toute une ironie, parce que justement, j'ai passé le reste de ma carrière à enseigner des cours à mes étudiants en anthropologie pour leur faire connaître certains éléments de philosophie dont ils ne pouvaient pas se passer. Mais à cette époque-là, j'étais un empiriste absolument naïf, total, et donc les faits étaient là pour être recueillis, puis c'est ça que j'allais faire. Et ça a été une bonne chose, en ce sens que j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là à lire, tout simplement, à apprendre des faits, mais l'aspect théorique de ma pensée était complètement séparé. C'est-à-dire que je lisais en mathématiques, je lisais en théorie des systèmes, pour m'amuser. Simplement, c'était un sujet que je voulais connaître, mais je ne voyais pas énormément de liens à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, j'ai retourné à Pond Inlet pour un deuxième été. Et là, il faut que je revienne à mon premier, parce que j'en ai pas parlé encore. Mon premier été, comme je dis, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. J'ai eu la chance, justement, de rester quelques jours avec le père Guy-Marie Rousselière, qui lui-même a joué un rôle important dans la connaissance des Inuits. Il avait le temps, d'ailleurs, parce que lui, il était dans un village où tous les Inuits, sauf une famille, étaient anglicans. Donc, sa tâche pastorale était extrêmement minime. Mais les Oblats l'ont laissé rester dans l'Arctique et justement, il est devenu archéologue, il est devenu ethnologue, il a fait des photographies fantastiques. Et c'est lui, justement, qui a joué un rôle central dans la série que Balixi a fait sur les Netsilik. Il était là pour organiser les choses, pour faciliter, parce que lui, il parlait absolument couramment. Balixi parlait l'Inuktitut, mais Marie Rousselière, lui, il était un Inuk, en un certain sens. Alors, dans les quelques jours que j'ai passés avec lui, il a été en mesure de me mettre en contact avec des gens. Et puis, je suis parti sur la glace avec un groupe de personnes qui allaient à plusieurs endroits. Et le plan était que j'allais passer un été avec une famille, mais que d'autres familles allaient les rejoindre plus tard. Alors, au départ, on était un groupe de peut-être 30 personnes, et la majorité d'entre eux allaient dans un camp de chasse qui s'appelait Nadloa. Ce qui s'était passé, c'est que 3 ou 4 ans auparavant, le gouvernement canadien avait forcé les Inuits à venir s'établir à Pond Inlet même, qui était probablement l'endroit le moins approprié pour établir un village, parce que c'était difficile d'y chasser. Mais la façon dont ils l'ont fait, c'est en forçant les enfants à aller à l'école. Et évidemment, les parents ne voulaient pas abandonner leurs enfants. Mais dès qu'ils pouvaient, ils allaient chasser dans leur camp de chasse. Alors là, moi, j'étais là en été. Alors moi, j'allais passer un été à un endroit qui s'appelait Kaorna. Alors on a été sur la glace pendant plusieurs jours. Et ça, je dois dire, c'est pas l'anthropologie, mais c'est justement encore l'exotisme de voyager pendant plusieurs jours sur la glace, à être à plusieurs kilomètres des côtes. On était entre la terre de Baffin et l'île de Bylot. C'était absolument féerique. C'est une des expériences esthétiques les meilleures que j'ai eues de ma vie, simplement avec cette blancheur, les chiens, on a le son des griffes des chiens sur la glace, on s'arrête la nuit, on dort sur la glace, et on continue, on chasse les phoques, on continue, etc. Après, je suis arrivé à Kaorna. Pendant un bout de temps, j'ai attendu, puis les autres sont jamais venus. Alors, j'ai passé un été avec 5 personnes. Et puis, c'était pas ce que j'avais eu à l'esprit, c'est évident. D'ailleurs, il y avait eu un plan pour qu'on revienne à Pond Inlet, qu'on allait revenir. Puis, je dis, bon, je vais laisser mes livres.
Alors, j'ai pas eu de lecture pendant l'été, sauf le cahier de géographie de Laval que j'avais avec moi, parce qu'il y avait justement un numéro sur la toponymie. Et le père Méry Russelière avait écrit sur la toponymie de Pont-Néla. Donc, je l'ai amené avec moi, c'était la meilleure carte. Et puis, j'avais un livre d'échecs, un livre de problèmes d'échecs. C'est tout ce que j'avais. Alors, j'ai passé un été à ne pas lire, ce qui a été, au départ, vraiment difficile. Puis ça, j'ai appris pour mes autres terrains à avoir des livres, parce que je ne peux pas vivre heureux sans livre. Mais ça a été, là encore, ça m'a forcé à toutes sortes de choses. Évidemment, comme ils étaient unilingues en Inuktitut, je l'ai appris. Je l'ai appris d'une certaine façon. L'Inuktitut n'est pas une langue qu'on parle couramment, rapidement, parce que la grammaire est extrêmement complexe, très, très logique, mais d'une précision renversante, où il faut utiliser des infixes différents pour dire très haut, un peu plus haut, au même niveau que moi, un peu plus bas, etc. Alors, il y a énormément à apprendre de ce côté-là. Mais comme j'étais justement avec simplement 5 personnes, ils n'avaient pas grand-chose à faire, donc j'étais quelque chose d'amusant. Alors, ils étaient habitués à moi, et puis j'ai appris à parler de cette façon-là. Et puis justement, comme le père Métayer m'avait montré comment faire des généalogies, il m'a dit, bon oui, c'est ça. J'avais entendu parler du fait que les généalogies, c'est très important en anthropologie. Alors, j'ai commencé à les faire. Et justement, il y avait une informatrice à Takutia qui avait une de ces mémoires absolument fantastiques, très précises, et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé à développer ça. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été adoptées. Parce que justement, ils me disaient, oui, oui, cette personne-là, ça, c'est son père, mais son premier père, c'était un tel. Finalement, environ 25% des gens avaient été adoptés. Et comme j'étais déjà intéressé aux questions d'organisation sociale, j'avais lu la littérature sur les Inuits, et puis finalement, je me disais, oui, qu'est-ce qui reste? Et ça, je me disais, c'est un sujet qui semble intéressant. Ça, je ne l'ai pas vu immédiatement. Ce n'est pas dans mon premier terrain, ce n'est pas pendant que j'étais là que j'ai reconnu ça. C'est après être revenu à Montréal. Mais j'ai fait ça, j'ai pris des notes, j'allais chasser avec eux de façon tout à fait inefficace. Je lisais quand même, parce qu'eux, ils allaient là aussi l'hiver, et ils avaient construit ce que les Inuits appellent un karmark, une maison de terre qui est plus facile à réchauffer la nuit. Mais justement, c'est une maison où il n'y a pas de fenêtre, évidemment. Pour que ça soit quand même plus clair avec les petits lampions, ils avaient obtenu d'un administrateur à Pond Inlet des copies du New Yorker qu'ils avaient utilisées pour tapisser tout le mur. Alors, je me souviens quand il y avait des journées où il fallait vraiment, là, je veux dire, faire un jeu d'essai que je n'étais pas assez, ou relire sur la toponymie hongroise. Je me souviens d'avoir relu cet article-là au moins 5 fois. Quoi qu'en soi, j'avais aucun intérêt à ça. Alors, j'allais lire le mur. Puis évidemment, je pouvais lire un seul côté de la page. Ce qui était frustrant, c'est plus tard, 15 ans plus tard, je me suis intéressé au New Yorker. Puis là, j'ai découvert que souvent, je n'avais pas perdu grand-chose. Puis justement, le style du New Yorker, c'est d'être très indirect. En somme, de souligner quelque chose, mais pas directement. Donc finalement, j'avais trouvé ça amusant. Mais à la fin de l'été, je suis revenu. Je me souviens, le 23 août, je pense, c'est la journée où on est parti. La glace venait de disparaître. Avant ça, au début d'août, la glace est disparue sur le bord de l'eau, et puis les narvals sont arrivés. Jusque-là, on avait mangé seulement du phoque. C'était notre seule nourriture. Après, il y a eu une période très brève à la fin de juillet où on a mangé de l'omble arctique. À ce moment-là, après avoir eu du phoque pendant 6 semaines, l'omble arctique, c'était la chose la meilleure que j'ai eue. Après, il y a eu le ptarmigan, que eux prenaient à la main. Ça, c'était absolument renversant. Sur les plages, c'était des plages avec des gros cailloux comme ça, et eux pouvaient courir plus vite qu'un ptarmigan pouvait voler.
Et ça, c'est une chose qui m'avait, d'un côté, fasciné, mais qui m'avait aussi... je m'étais rendu compte rapidement que l'Arctique ne serait pas ma carrière. Parce que pour faire carrière dans le Nord, je pense qu'il faut avoir le cœur d'un homme macho. Et justement, c'est pas moi. Il faut aimer chasser, et ainsi de suite, réparer les moteurs, et ainsi de suite. C'était vrai, en tout cas, à ce moment-là. Je me suis rendu compte que j'étais terriblement inadéquat, mais bon, j'étais amusant, donc c'est ça que je contribuais. Mais quand les narvals sont arrivés, on a commencé à manger la peau du narval. La viande du narval, c'était pour les chiens. Et ça, là encore, c'était une autre découverte gastronomique. Mais après, on est parti, comme je dis, le 23 août, dans une baleinière ouverte. Je me suis dit, on a passé une nuit dernière à une île, parce que les vagues étaient tellement élevées qu'on aurait chaviré. Je me suis réveillé le lendemain matin. Il y avait 3 cm de neige sur moi. Puis après, on est allé à un autre endroit où là encore, l'administration, généreusement, avait construit une petite maison pour les voyageurs inuits, pour qu'ils puissent se réfugier s'il y avait un problème. Il y avait une tempête. Et là, justement, avec la grande logique administrative, ils ont choisi le seul endroit, littéralement le seul endroit où le fond de la mer, c'était du sable. Donc, il n'y avait aucune façon d'ancrer un bateau de façon sûre. Donc, les 2 hommes, les femmes sont restées au camp, les 2 hommes sont restés dans le bateau pendant qu'il pleuvait à 0 degré. Moi, je suis resté dans la maison. Je me souviens, le lendemain matin, je me réveille, je regarde, il y avait un iceberg qui passait à environ 15 km à l'heure. Et à ce moment-là, je n'avais pas eu de nourriture ou d'eau depuis 24 heures, donc mes capacités cognitives avaient été limitées un peu. Alors, j'ouvre la porte qui était sous le vent, puis je passe à côté de la maison. Le vent, c'était littéralement un ouragan. Alors, finalement, ça a disparu. On est revenu à Port Inlet. Et puis, là, je suis resté là pendant 10 jours à attendre l'avion. Et la raison, et je l'attendais incessamment, parce qu'il y avait une vieille dame, une sorcière, qui était très malade. Et puis, l'avion allait venir aussitôt que possible. Mais ça a pris 10 jours avant que l'avion vienne, parce que les vols étaient trop gros. Ça aurait fait basculer l'avion. Et quand les vents ont descendu à, je pense que c'était 40 000 nautiques, là, il était en mesure de venir. Et puis, mais il fallait que je sois prêt à partir en 10 minutes. Et étant donné que c'était le soleil de minuit, il fallait constamment que je sois là. Alors, on est allé en avion à Frobisher, ce qui s'appelait Frobisher Bay à ce moment-là, Iqaluit. Elle est morte dans l'avion pendant ce temps-là. Je suis revenu au sud. Et là, justement, j'ai eu une expérience vraiment bizarre. Mais c'était plutôt au niveau... Il y avait un aspect social, évidemment. Le fait que j'avais passé tout un été avec 5 personnes, je ne me sentais pas très à l'aise dans les foules. Mais aussi, je ne me sentais pas à l'aise avec la nuit. Je ne me sentais pas à l'aise avec les arbres. Ça a pris une période très brève, mais c'était l'époque de l'Expo 67. Je me souviens d'y être allé en métro. Je suis sorti du métro. J'ai regardé autour. Il y avait des foules. Immédiatement revenu. Je ne suis pas allé voir. Complètement paniqué par les foules. Ça m'a pris quelques semaines pour me remettre de ça. Je m'en suis remis. Mais ça a été une expérience intéressante de voir jusqu'où un environnement peut vous modifier. Puis là, je suis revenu au cours de la 2e année. Puis comme je disais auparavant, c'était avec encore plus d'enthousiasme parce que j'avais quelque chose de spécifique à faire.